Croix-Rouge dans l'embarras, d'autres anomalies dans le traitement du sang. Rwanda, l'ONU a réagi trop lentement, dit le général Dallaire. Un navire-école polonais a de mauvais professeurs. Le téléjournal, avec Michel Biroli. Bonsoir. Décidément, la Croix-Rouge canadienne n'est pas au bout de ses peines. Après le scandale du sang contaminé l'an dernier, voilà que d'autres informations viennent encore une fois semer le doute. D'abord, Ottawa a fermé 4 centres de traitement du sang au Canada et on ne sait pas pourquoi. Et puis, des produits sanguins canadiens sont refusés aux États-Unis parce qu'ils ne répondent pas aux normes américaines. L'inquiétude est maintenant si grande que la ministre responsable, Diane Marleau, somme la Croix-Rouge de s'expliquer d'ici vendredi. Micheline Laflamme. Le centre de transfusion de Toronto, le plus important au pays, est au cœur d'une tourmente. Dans un rapport fourni en juillet, un inspecteur de la FDA a relevé 19 infractions, dont des problèmes d'étiquetage des unités sanguines, d'identification des personnes infectées par le virus du sida ou de localisation des unités contaminées. Ce qu'on a comme système national du sang est un excellent système. Le directeur médical du Centre de transfusion de Québec souligne que la FDA a trouvé des irrégularités parce que son système est différent du système canadien. Même son de cloche des hauts fonctionnaires du ministère de la Santé. Pour calmer la population, une équipe se rendra à Toronto cette semaine, vérifier les allégations de l'agence américaine. Une inspection de Santé Canada en janvier avait aussi fait état de certains problèmes. On refuse de dire lesquels, parce qu'ils ne mettaient pas en danger la santé des Canadiens. Si on n'a pas fermé le centre de Toronto, on a cependant appris que 4 autres l'ont été à un moment ou à un autre depuis le début de l'année. Parce qu'ils ne respectaient pas les normes nationales. Et encore là, on ne veut pas nous dire quel bureau. En attendant, tous les centres canadiens qui acheminent du plasma à l'usine de fractionnement de la Caroline du Nord devront se conformer aux normes de la FDA. Dans les prochaines semaines, nous allons remédier aux observations qu'ils ont faites à travers le pays et nous allons nous conformer à leur réglementation. La Société canadienne d'hémophilie aimerait bien que toutes les infractions commises au Canada soient révélées. Je pense que tous les centres devraient être inspectés de cette façon-là. De toute façon, c'est prescrit par la loi. En voulant calmer la population, Santé Canada risque de semer encore plus d'inquiétude en refusant de dévoiler ce qui n'allait pas à Toronto et dans ses 4 centres fautifs. Cela va peut-être obliger la ministre Diane Marleau à faire preuve de plus de transparence lorsqu'elle recevra le rapport des hauts fonctionnaires vendredi. Micheline Laflamme, à Ottawa. De l'imprévu dans la campagne électorale, dans son édition de demain, le quotidien La Presse publiera un sondage CROP qui marque un renversement de la tendance dans les intentions de vote. Le sondage accorde en effet 46% des intentions de vote au Parti libéral contre 43% pour le Parti québécois. L'Action démocratique obtient 8% des voix. Mais compte tenu de la marge d'erreur de 3%, CROP se dit incapable de préciser lequel des 2 grands partis est effectivement en avance. Ce sondage a été effectué du 1er au 3 septembre auprès de 1051 personnes, dont près de 60% de femmes. Et puis précisons que la distribution du vote est telle au Québec que même avec une avance de 3 points, les libéraux ne pourraient pas obtenir une majorité de sièges à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre Johnson a précisé un peu plus sa pensée constitutionnelle aujourd'hui. Il s'est dit prêt à reprendre le débat, mais seulement lorsque la situation économique le permettra. Et Daniel Johnson a aussi déclaré qu'il tiendra compte des revendications des souverainistes dans ses négociations. Le compte-rendu de Gilles Morin. Daniel Johnson. Le chef libéral en a mis un peu plus dans son acte de foi aux revendications du Québec dans la Fédération canadienne. Au cours d'une visite éclair dans Port-Neuf, Daniel Johnson a même pris l'engagement de tenir compte du vote souverainiste s'il est reporté au pouvoir. Que ça signifie pour le premier ministre du Québec de devoir tenir compte de ce qui s'exprime ainsi, même si c'est d'une façon radicale, le désir de changement des Québécois. En tendant la main aux souverainistes plus ou moins convaincus, Daniel Johnson souhaite le retour du Québec dans la Fédération canadienne,
lorsque les circonstances le permettront. Il ne s'engage pas pour autant à se faire l'instigateur d'une nouvelle ronde constitutionnelle. Il n'y a personne qui a un calendrier là, précis des moments où on initie quoi que ce soit. S'il n'en tient qu'à lui, le dossier constitutionnel demeurera en veilleuse quelque temps encore. Sa priorité demeure la création d'emplois. Pour ouvrir ce dossier controversé de la Constitution, il attend que la population lui donne un signe évident. Il n'y a pas de demande, il n'y a pas de poussée à ce moment-ci. Daniel Johnson multiplie ses présences à la radio et à la télé pour faire entendre son nouveau credo nationaliste. Mais à son avis, il n'y a pas d'urgence à reprendre les hostilités. Une pause parce que nos concitoyens ne veulent pas la relance de la crise constitutionnelle et des discussions constitutionnelles. En même temps qu'il cherche à s'imposer comme le meilleur défenseur des intérêts du Québec, il tente de se démarquer de l'image de fédéraliste inconditionnel qu'il a souvent eue. Jean Chrétien pourrait faire la même campagne que vous au Québec. Ben, de toute façon, il ne l'a fait pas. Là, hein? Non. Et, enfin, s'il prétend qu'il l'a fait la dernière fois, disons que ça n'a pas été un gros succès. Les revendications que Daniel Johnson envisage pour le Québec sont encore vagues et générales à souhait. Il refuse de donner des exemples concrets et de s'engager dans un échéancier précis. Même s'il aime se montrer sous un jour plus nationaliste, il est encore loin de l'égalité ou l'indépendance que son père brandissait il y a près de 30 ans. Gilles Morin, à Montréal. Les étudiants se plaignaient d'être laissés pour compte dans cette campagne électorale. Aujourd'hui, Jacques Parizeau a pris un engagement qui les concerne directement. Il assure que s'il est élu, il abolira les frais imposés par les libéraux aux étudiants du collégial qui accumulent trop d'échecs. Cette mesure libérale devrait faire économiser 30 millions au Trésor public. Les explications de Christine Saint-Pierre. Jacques Parizeau a touché une corde très sensible des jeunes de niveau collégial, le ticket accélérateur de 50 $ que les libéraux ont imposé aux étudiants qui ont plus de 5 échecs. Une taxe qui est entrée en vigueur en janvier dernier. De 50 $, on va éliminer cette affaire-là. Ils ne savent plus quoi taxer au gouvernement, ils sont rendus à taxer. Et même si le vote des jeunes lui est largement acquis, le chef péquiste a quand même multiplié les appels au vote. Le 12, allez voter. Pour l'amour du ciel. Allez voter! Puis de l'élection, Jacques Parizeau est tout de suite passé au référendum. Voulez-vous que le Québec devienne un pays souverain en date de oui, non? Bonjour, monsieur. En matinée, le chef péquiste visitait ce qu'il appelle affectueusement une TTE, une petite entreprise. Les temps changent et ce n'est plus dans les méga-projets que les politiciens cherchent du capital politique. Bruno Briand, producteur de carottes, veut agrandir son entreprise et se lancer dans la fabrication de jus de carottes, une création de 5 emplois. Je ne prends pas ça comme un engagement, mais je suis conscient puis je suis à peu près certain que M. Parizeau va mettre tout en œuvre pour appuyer l'entreprise. Jacques Parizeau promet qu'une fois élu, les députés péquistes vont faire la liste de tous les projets de petites entreprises réalisables dans les régions. Il dit qu'il faut miser sur les petites entreprises parce qu'en 10 ans, elles ont créé près de 500 000 emplois, alors que les grandes entreprises en ont perdu 70 000. Christine Saint-Pierre, à Rimouski. Le chef de l'Action démocratique, Mario Dumont, était en Gaspésie aujourd'hui et il avait une bonne raison d'être content d'y être. C'est que tôt ce matin, le jeune chef de parti a eu un accident de voiture. La voiture de M. Dumont a fait une embardée ce matin à Lamarque, près de Sainte-Anne-des-Monts. Il était 6 h du matin quand la voiture de la famille Dumont a quitté la route. Le chef d'Action démocratique, son chauffeur et son attaché de presse s'en sont tirés sains et saufs. Moi, je dormais dans l'auto, vu que je peux pas te décrire beaucoup ce qui est arrivé, par le fait qu'à un moment donné, les vitres étaient cassées, les portes étaient renfoncées, puis on venait d'accrocher un garage et une charrette pleine de bois. Donc. La voiture a quitté la route dans une courbe. Elle a frappé un bâtiment avant d'aller s'arrêter sur la corde de bois d'un propriétaire riverain. Il a pogné le buton de terre qu'il y avait là. Fait qu'il a venu ramasser le coin du garage, puis vu qu'il y avait un frein à côté après le garage, il a fessé dedans le frein. Il s'en allait pogner mon trailer de là, qui a emmené sur le tapon de bois, le chauffeur qui avait à l'autre bout de là-bas. Des dommages matériels seulement, donc, M. Dumont a pu poursuivre sa tournée avec cependant un partisan en moins. Non, il ne sera pas mon candidat préféré après ce qu'il vient de faire là, lui.
Il a beaucoup été question de création d'emplois depuis le début de la campagne électorale et évidemment, les partis s'engagent chacun à leur manière à remettre les Québécois au travail. Or, selon les milieux d'affaires, ce qui nuit le plus à l'embauche, ce sont les mesures fiscales qui touchent les entreprises. Une question toutefois qui ne semble pas préoccuper beaucoup nos politiciens. Pierre Tourangeau. Guy Lapointe a le vent dans les voiles. Les contrats se multiplient, son atelier grossit. 40 employés l'an dernier, 55 maintenant, bientôt le double si tout va bien. Mais des nouveaux emplois, l'entrepreneur essaie d'en créer le moins possible. Parce qu'à part le salaire, chaque emploi lui coûte 33% de plus en taxes de toutes sortes. On va certainement répondre aux besoins de la chaîne de production, mais avant de mettre plus d'inspecteurs ou plus de gens au procédé ou d'améliorer davantage, faire un peu plus de recherche et développement, on y pense beaucoup parce que ces emplois-là, c'est des emplois peu rémunérés. Ces taxes payées sur les salaires versés, ce sont par exemple les cotisations à l'assurance chômage, aux normes du travail, à la CSST et à l'assurance maladie. En tout, entre 30 et 40% du total des salaires selon le secteur d'activité. Beaucoup plus qu'en Ontario, par exemple. Quand on taxe les profits, ça va bien. Et là, on taxe carrément la masse salariale. Ça attaque surtout les entreprises à très forte teneur de main-d'œuvre. Les entreprises vont donc tout faire pour éviter d'embaucher des employés permanents. En demandant à nos gens de faire du temps supplémentaire, on va aller en sous-traitance ou on va engager des contractuels. Mais il y a pire, des industries où les taxes ont fait perdre des milliers d'emplois, comme l'hôtellerie montréalaise qui est passée de 12 000 employés en 89 à 6 000 l'an dernier. Et la reprise de cette année n'a créé que 300 emplois au lieu du millier qu'on attendait. La reprise est très faible parce que ça coûte très cher de créer des emplois dans l'hôtellerie, malheureusement. C'est dommage parce que c'est une industrie qui peut créer les emplois très rapidement. C'est qu'en plus des cotisations salariales, les hôtels de Montréal ont droit aux taxes municipales les plus élevées d'Amérique du Nord, 5 000 $ par chambre contre 2 000 à New York. Alors, l'hôtellerie ne pourra pas à long terme supporter ce fardeau-là. Politiciens et syndicalistes sont prêts à beaucoup de choses pour favoriser l'emploi. Les syndicats parlent même de partager le temps de travail. Mais pour les milieux d'affaires, la meilleure façon de créer des emplois, c'est encore de revoir les cotisations salariales qu'on impose aux entreprises. Pierre Tourangeau à Montréal. Dans quelques instants au point, je vous invite à voir notre dernier grand débat électoral. Tous les partis politiques promettent de créer des emplois. Peuvent-ils vraiment livrer la marchandise? Le général canadien Roméo Dallaire, celui qui commandait l'opération de paix au Rwanda, porte un jugement sévère sur l'intervention des casques bleus là-bas. Selon lui, une intervention massive et plus rapide des casques bleus au Rwanda aurait pu sauver des centaines de milliers de vies. Le général Dallaire présentait aujourd'hui le bilan de sa mission devant les Nations Unies à New York. Un bilan qui survient alors qu'au Québec, Oxfam éprouve de la difficulté à recueillir des fonds pour venir en aide aux réfugiés rwandais. Jacques Rivard explique. Le Rwanda, ce sont 7 millions d'habitants, soit à peu près la population du Québec. Ce sont 2 millions de ces personnes qui se sont réfugiées soit au Zaïre, soit en Tanzanie, soit au Burundi, 800 000 autres qui se sont déplacées sur le territoire rwandais et près d'1 million d'entre elles qui sont mortes assassinées. Un holocauste, c'est ce en quoi a dégénéré l'opération de paix des Nations Unies, a reconnu aujourd'hui le général Dallaire à New York. And having seen what seemed to be a very classic peacekeeping mission turn into a war, which subsequently degenerated from war to genocide to Holocaust. Le général Dallaire admet qu'on aurait pu réagir plus rapidement au Rwanda. Ça a été la faiblesse des casques bleus engagés dans une mission de paix et limitée par ce mandat. The low point is the inability that we have of being timely. Selon le militaire, des opérations armées au Rwanda auraient certes fait des victimes chez les soldats, mais beaucoup de Rwandais auraient pu être sauvés. Yeah, we would have had casualties, but there'd be a lot of Rwandans alive today. À Montréal, pendant ce temps, Oxfam Québec doit prolonger de 2 semaines sa levée de fonds pour les réfugiés rwandais organisée avec l'aide des caisses des jardins. On craint un essoufflement chez les donneurs en pleine période critique au Rwanda. Il peut y avoir un essoufflement. Naturellement, nous, il n'y a pas d'essoufflement parce que la situation est tellement tragique et le drame, ce drame humanitaire est tellement immense qu'on ne peut pas s'arrêter ou même s'essouffler en tant qu'institution. Pour éviter d'autres Rwanda, le général Dallaire propose dorénavant l'intervention rapide de troupes armées des Nations Unies, mais qui pourrait s'apparenter aux forces mobiles de l'OTAN.
mais ayant un mandat cette fois beaucoup plus vaste que celle des troupes qui ont été en territoire rwandais pendant plusieurs mois. Jacques Rivard, à Montréal. Le climat de terreur qui règne en Haïti vient de faire une victime de plus. Il s'agit cette fois d'un avocat, Charles Jean-Baptiste, qui a été abattu par des inconnus devant le palais de justice. On ignore au juste les mobiles du meurtre, mais on sait que la victime travaillait dans un bureau d'avocat proche du général Raoul Cedras, le chef de la junte militaire. Des témoins affirment que les tirs provenaient d'un taxi bondé de policiers en uniforme. L'exode des réfugiés de la mer cubain est en baisse. 689 ont été recueillis hier, comparativement à une moyenne de 1000 par jour la semaine dernière. Un deuxième groupe de 118 réfugiés cubains est arrivé à la base d'Howard, dans la zone du canal de Panama, en provenance de Guantanamo. Ce nouveau contingent porte à 211 le nombre de Cubains établis au Panama. En Russie, une explosion a pulvérisé un immeuble abritant le service d'émission des passeports. Bilan, 6 morts et 27 blessés, dont 4 sont dans un état grave. Plusieurs des blessés sont restés coincés de longues heures sous les débris avant d'être dégagés par les équipes de secouristes. La police a ouvert une enquête pour déterminer la cause de l'explosion. Après les Russes, les soldats américains évacuent à leur tour Berlin. Le drapeau américain a été baissé pour la dernière fois au quartier général du contingent américain de Berlin. Il sera remis demain au secrétaire américain à la Défense qui participera aux côtés des présidents français et allemands aux cérémonies de départ. L'écrivain américain d'origine britannique James Clavell est mort en Suisse. Il avait 69 ans. On se souvient de son roman le plus célèbre, Shogun, qui avait aussi connu un succès immense dans une mini-série télévisée. Il a aussi écrit La Noble Maison, Taipan, ainsi que de nombreux scénarios pour le cinéma. Depuis ce midi, la police de la communauté urbaine de Montréal pense qu'un criminel en série pourrait être à l'œuvre sur son territoire. Des craintes alimentées par la découverte il y a 2 jours du corps de Colette Julien, 47 ans, à son domicile du quartier Notre-Dame-de-Grâce. On a cru tout d'abord à une mort naturelle, mais des examens plus poussés ont révélé que la victime avait été étranglée et violée. Ce cas s'apparente à une quinzaine d'autres viols survenus depuis 5 ans dans ce secteur. On va donc créer une escouade spéciale pour essayer de trouver l'assassin. À Montréal, toujours, l'animateur de Radio Mutuelle Gilles Proulx est accusé de voies de fait et de menaces de mort contre Ginette Moret, une ancienne recherchiste de son équipe. Les faits reprochés à Gilles Proulx se seraient produits en mai dernier à la salle de nouvelles de la station CJMS. L'animateur de Tribune téléphonique est sommé de comparaître le 6 octobre. Un Canadien participera à l'élaboration de la première véritable base spatiale internationale. L'astronaute Chris Hadfield de Sarnia, en Ontario, s'envolera avec 4 collègues américains en octobre 1995. Leur mission, installer sur la station spatiale russe Mir, qui est en orbite depuis des années, un module d'arrimage qui permettra de circuler facilement de la navette à la station spatiale. Réal Damour. C'est à bord d'un T-38, un avion d'entraînement de la NASA, que l'astronaute Hadfield est arrivé à la base militaire de Saint-Hubert. Vendredi dernier, il apprenait qu'il ferait partie de l'équipage qui réalisera le premier arrimage avec la station spatiale Mir. Moi aussi, je suis tellement heureux d'être ici aujourd'hui. Bien que le programme officiel de la mission qui aura lieu en octobre 1995 ne soit pas complet, l'astronaute canadien, qui a été accueilli très chaleureusement au siège de l'Agence spatiale à Saint-Hubert, a expliqué les grandes lignes de cette mission qui entamera réellement la construction de la base spatiale internationale Alpha. Atlantis transportera dans sa soute un module d'arrimage qui permettra aux astronautes de circuler librement entre la navette et la station Mir. Mais la première tâche avec l'armée canadienne est de le attacher sur la navette originalement pour faire un tunnel entre la navette spatiale et la station spatiale. Chris Hadfield a reçu un entraînement de spécialiste de mission durant les 2 dernières années, ce qui fait de lui un astronaute à plein titre. Mais maintenant, je suis un membre totalement intégré avec les autres membres d'équipage et je suis prêt à faire
toutes les tâches en orbite. Chris Hadfield ne connaît pas encore son affectation précise pour ce vol prévu pour octobre 95. C'est le commandant de la mission qui lui donnera sa tâche particulière à accomplir, probablement la manipulation du bras canadien ou encore comme responsable du système de vision spatiale, une autre expérience canadienne. Réal Damour, à la base militaire de Saint-Hubert. Les grands froids de l'hiver dernier ont causé d'énormes dégâts aux vergers du Québec. Des dizaines de pomiculteurs de la vallée montérégienne ont bloqué momentanément ce matin une route provinciale secondaire pour forcer Québec à déclarer zone sinistrée leurs exploitations. C'est que l'assurance récolte et les polices d'assurance privée ne couvrent pas tout, loin de là. On exige une réponse favorable dans les 48 heures qui suivront les élections de lundi. En Saskatchewan, où la récolte des céréales s'annonçait formidable, les 1900 employés de l'Office provincial du blé déclenchent la grève pour cause de sécurité d'emploi menacée. C'est un premier conflit de travail en 70 ans d'histoire pour l'Office et il pourrait avoir des conséquences désastreuses. Mais la moitié des élévateurs ont pu servir la clientèle, aujourd'hui les cadres ayant été mis à contribution. La popularité de l'ail des bois est devenue une menace pour cette plante au Québec. Le ministère de l'Environnement vient d'en interdire la vente parce que la commercialisation à outrance fait en sorte que sa survie est de plus en plus précaire. Il sera maintenant possible de poursuivre les contrevenants. 8 autres plantes d'une très grande rareté ont aussi obtenu le statut d'espèce menacée. La ville d'Ottawa est entrée dans la course pour obtenir l'exposition universelle de 2005. Le conseil municipal a donné son appui aux promoteurs qui ont déjà choisi le site et qui s'attendent à des investissements d'1 milliard. Si d'autres villes canadiennes se montraient intéressées, le gouvernement fédéral devrait trancher puisque chaque pays n'a droit qu'à une seule candidature. Une bonne ou une mauvaise nouvelle à propos du baseball, les négociations ont repris ce soir à New York. Les joueurs auraient fait une nouvelle proposition. Si le conflit n'est pas réglé d'ici vendredi, la saison de baseball serait annulée. Rappelons que les Expos de Montréal étaient en tête du classement. En terminant, l'année scolaire commence à peine, mais déjà il y a des étudiants qui récoltent de mauvaises notes. Les cadets d'un navire-école polonais ont échoué à leur examen et ont échoué leur voilier, qui s'est enlisé dans un banc de sable à l'entrée de la voie maritime, juste à la sortie du lac Saint-Louis. L'orgueil de l'équipage en a pris un dur coup et l'erreur risque de leur coûter cher. Claude Desbiens raconte ce qui s'est passé. Le voici donc, le voilier à moitié renversé sur son côté gauche. L'orgueil des marins, bien sûr, en a pris un dur coup. C'est que tôt hier matin, le navire qui revenait des Grands Lacs a complètement raté les écluses de Côte-Sainte-Catherine. Avec son équipage formé de cadets et de scouts polonais, eh bien, il s'est échoué sur un banc de sable rocailleux dans 4 pieds d'eau de profondeur. C'est une simple erreur de manœuvre de l'équipage. Ce qui est arrivé, a expliqué le commandant, c'est que lorsque son navire s'est pointé à l'entrée du canal à Côte-Sainte-Catherine, il a mal jugé la direction des écluses, il a vu les lumières de la Chine et il les a confondues avec celles du port de Montréal. Habituellement, des pilotes professionnels prennent les commandes pour diriger les bateaux dans la voie maritime, mais dans ce cas-ci, le voilier polonais, un navire de plaisance de 100 tonnes, donc sous les limites de tonnage permises, échappait à cette obligation de recourir au service d'un pilote. Hier, un petit remorqueur a fait une première tentative pour le renflouer, mais sans succès. Il faudra donc faire appel à de plus gros remorqueurs. Avec des remorqueurs plus puissants, oui, nous devrons vérifier, mais quand même, avec de l'aide d'experts maritimes, on peut réussir à faire l'opération sans problème. Pour que l'opération qui soit faite soit sécuritaire et pas de danger de pollution et que le navire soit le plus vite possible de retour à ses opérations normales. L'équipage des jeunes Polonais n'est pas en mesure de défrayer les coûts du renflouement, une somme de 50 000 $ au moins. À la demande des scouts de Toronto, 2 remorqueurs privés de l'Ontario ont accepté de venir à la rescousse du voilier polonais. Le renflouage devrait avoir lieu demain. Ici Claude Desbiens à Montréal. Alors voilà pour cette édition du Téléjournal. Ne manquez pas le point dans quelques instants. De la part de toute l'équipe, je vous souhaite une bonne fin de soirée à notre antenne. À demain.